Donc on vous propose d'attaquer. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Christophe Rodriguez, je suis directeur adjoint à l'IFPEB, l'Institut français pour la performance du bâtiment. Et aujourd'hui, on va vous présenter des travaux que nous menons dans le cadre du Hub des prescripteurs bas carbone, qui est une plateforme collaborative que nous co-animons avec la société Carbon 4, qui réunit 80 acteurs, 80 prescripteurs bas carbone, des gens qui donnent la voix du bas carbone, qui sont des maîtres d'ouvrage, des foncières, des promoteurs, des entreprises, mais aussi des maîtrises d'œuvre, des cabinets d'architecture, des sociétés d'ingénierie, avec lesquels on travaille depuis plus de 3 ans à l'accélération de l'ancrage du bas carbone dans les pratiques de prescription. Traduction, comment je fais pour faire vraiment du bas carbone dans la vraie vie avec une réalité opérationnelle. On a beaucoup travaillé ces derniers mois sur le sujet des lots techniques et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut décarboner efficacement et avec un coût maîtrisé les lots techniques. Et je commence peut-être par présenter mes 2 collaboratrices qui vont vous présenter aujourd'hui cette étude. Donc en l'occurrence Juliette Sauret, qui est consultante chez Carbon 4. Merci à toi Juliette d'être avec nous. Et Émilie Bouchard, qui est un petit peu derrière moi, donc je me décale, qui est consultante chez l'IFPEB. Et donc on commence tout de suite peut-être par les éléments de contexte de ce qu'on a souhaité résoudre dans le cadre de ces travaux qu'on va vous présenter aujourd'hui. Puis après, vous l'avez compris, on a 2 guests qui nous viennent fraîchement de Paris ce matin, qu'on va présenter dans quelques minutes. Je te donne la... Merci Christophe. Donc, quand les acteurs du bâtiment ont commencé à appréhender la question du carbone, ce qu'on a pu observer avec l'Observatoire Plus c'est moins, c'est qu'ils ont commencé à traiter via les lots architecturaux, parce que c'est là qu'on avait le plus de données disponibles et une meilleure connaissance des leviers. Or, les lots techniques ont un fort potentiel de décarbonation, mais ils étaient traités seulement avec des forfaits. Concrètement, en Observatoire Plus c'est moins, la majorité des bâtiments utilisaient des forfaits pour les lots techniques. Les lots techniques, ça a un double potentiel de décarbonation, à la fois sur IC composants, donc ça représente à peu près entre 20 et 29% de l'empreinte carbone composant. L'empreinte carbone d'un bâtiment, logement collectif et bureau. Et ça a également un impact sur les émissions liées à l'exploitation, l'énergie d'exploitation, notamment avec le choix du vecteur énergétique qui va impacter directement l'intensité carbone de l'énergie. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité travailler sur les lots techniques et on a voulu explorer les potentiels de décarbonation à travers ce travail qu'Émilie va vous présenter. Les problématiques qui ont guidé nos travaux sont les suivantes. Donc déjà, c'est comment est-ce qu'on compte le carbone. Ensuite, quel est le poids carbone des lots techniques. Quel est le poids carbone donc, des lots, des sous-lots, des équipements qui constituent ces lots techniques. Donc voilà, quel poids carbone au sein des lots techniques. Quels sont les leviers de décarbonation disponibles et à quel coût. Et enfin, la dernière question qui a structuré nos travaux, c'est quels enjeux pour passer les seuils de la RE 2020. Durant nos travaux, comme on a l'obsession d'avoir une connexion à la réalité du terrain, à la réalité opérationnelle au web des prescripteurs bas carbone, on a choisi d'étudier des projets en cours de réalisation, donc 2 projets en tertiaire et 2 projets en logement collectif, comme vous pouvez le voir. Il faut avoir en tête que ces projets n'avaient pas d'ambition carbone particulière dans leur programme, pas d'ambition bas carbone, particulière dans leur programme initial. Et c'est donc des membres du Hub qui ont mené ces travaux collectifs, donc on les salue, on les remercie parce que sans eux, le Hub ne serait rien. C'est donc eux qui vont former des équipes, donc une équipe par projet avec une vingtaine d'experts par projet. L'idée étant d'avoir l'expertise nécessaire pour réaliser nos études et aussi toujours l'expertise nécessaire pour refléter la réalité du terrain. Juste une petite précision. Comme on le voit, on a 3 projets dans nos échantillons. Donc, certes, on ne peut pas tirer des conclusions généralisantes, mais ça nous a quand même permis d'identifier des grandes tendances. Afin de délivrer notamment aux maîtres d'ouvrage des
des outils méthodologiques pour les aider à prendre, voilà, un outil d'aide à la prise à la décision. Nous avons étudié 3 différentes méthodes, parce qu'il faut avoir en tête que selon la méthode qu'on choisit, on peut surestimer ou sous-estimer l'impact carbone du projet. Or, calculer l'impact carbone du projet permet de s'orienter vers des leviers de décarbonation. Et si on calcule mal l'impact carbone d'un projet, on risque d'orienter des financements vers des leviers de décarbonation qui seraient soit peu pertinents, voire contre-productifs. Donc il faut bien avoir en tête que, par exemple, si on prend si on choisit d'utiliser l'approche forfaitaire, il faut avoir en tête que cette approche forfaitaire, elle est là pour combler le manque temporaire de données environnementales, et donc cette approche, elle surestime l'impact carbone d'un projet. Elle surestime aussi l'impact carbone d'un projet pour inciter à la saisie, à l'approche détaillée, qui est la deuxième méthode que nous avons étudiée. Mais cette approche détaillée, donc on l'utilise pour s'approcher au plus près de l'empreinte carbone réelle du projet, sauf que pour l'instant, dans la méthode, si on manque de données environnementales, on se retrouve à devoir calculer un impact carbone nul pour le composant dont la donnée manquerait. Donc dans nos études, nous avons étudié une 3e méthode qui est une approche détaillée avec extrapolation de la donnée qui nous a été permise par l'outil Nuco. Et c'est donc après avoir challengé le principe des forfaits, avoir questionné la donnée disponible, après avoir établi des ordres de grandeur des lots techniques, des sous-lots, des équipements qui les constituent, que nos équipes ont pu étudier les leviers de décarbonation des lots techniques. Et c'est donc Vincent et Dimitri qui sont là aujourd'hui avec nous, qui ont participé à cette étude et qui vont vous la restituer. Merci Émilie, bonjour à tous. Donc moi, Vincent Floquet, responsable technique chez Covivio, c'est une foncière cotée. Et je présente aussi Dimitri Dompoint, qui est directeur de projet chez Géon. Donc voilà, nous, on s'est occupé d'un projet avec une équipe. Alors, Covivio et Géon, nous, on était dans le projet opérationnel et après on a monté une équipe, je ne vais pas dire fictive, mais en tout cas qui n'avait pas participé au projet réellement, mais qui a participé à cette étude. Donc il y avait l'atelier 1, 2, 3, 4, AMOS, Aegis, Saint-Gérope, Manexi, Nobatec, INEF 4, ouais, je sais, et puis Terao. Voilà. Donc le projet en question, c'est un projet de 32 000 m² à Saint-Ouen, en lisière du périphérique. C'est une opération qui s'appelle SOPOP, avec comme architecte LBB, Lobjoie, Bouvier, Boisseau, et comme AMO environnement, Géon. Donc, alors je nuance un petit peu, on avait une petite ambition carbone parce qu'on était E2C1. Voilà, même sur un projet neuf, comme on gardait les voiles périmétriques de l'infrastructure, on ambitionnait d'être C1. Et après, sur le composant du bâtiment, donc c'est assez standard, on a le réseau de chaleur urbain qui nous sert pas mal, mais après on est autonome en froid, on est sur des ventilos convecteurs 4 tubes et des CTA selon les systèmes. Donc, on n'a pas révolutionné en fait le bureau et c'est aussi ça qui nous intéressait, c'est de voir sur un projet un peu standard pour Covivio qu'est-ce qu'on sait faire. Bonjour à tous, donc Dimitri Dompoint, Géon. Donc là, on va plus se focaliser sur la partie technique, rentrer un petit peu dans le vif du sujet, décortiquer les parties analyse de cycle de vie sur la partie RE 2020. Donc comme vous l'avez évoqué Vincent juste avant, on a une partie donc déjà de calcul de l'ACV qui avait été réalisée dans le cadre de l'ACV plus C-. Et ensuite on a tiré le trait pour justement faire un ACV sur la partie RE 2020. ACV dynamique. Ce que vous voyez ici, c'est un peu le reflet de ce que vous a présenté Émilie tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez une approche forfaitaire sur le premier graphique de votre gauche, et ensuite on fait plus se concentrer sur les 2 derniers graphiques, sur l'ACV en saisie détaillée, une ACV consolidée avec les quantitatifs des matériaux, et donc l'ACV détaillée avec Nuco. Donc
là, sur les quelques petits sujets sur lesquels il faut vraiment qu'on porte attention, c'est que bien entendu, comme vous pouvez le voir, c'est qu'entre l'approche forfaitaire et la saisie détaillée, je dirais non optimisée avec Nuco, on se rend compte que la saisie détaillée peut être quand même intéressante sur certains lots par rapport au forfait. Donc ça vaut le coup finalement sur les RE2020. En tout cas sur les projets qui ont été étudiés, parce que je parle aussi pour l'autre opération de bureau qui avait plus ou moins les mêmes résultats sur la saisie détaillée versus forfait. Ça vaut le coup de saisir en détaillé plutôt qu'au forfait. Il faut juste garder en tête qu'on a quand même un gap qui est très important. Si vous voyez les deux derniers graphiques, entre l'ACV, saisie détaillée, mais RE2020, où vous avez un impact carbone des lots techniques à 258 kg équivalent CO2 par mètre carré, et une ACV en saisie détaillée extrapolée à 380. Vous avez donc plus de 130, donc quasiment plus de 50%. Vous avez un plus 150% entre les 258 et les 380. Donc c'est très important de garder en tête que ce gap, il est là pour deux raisons. La première, c'est que dans la saisie détaillée RE2020, vous avez ce qu'on appelle les composants vides, qui, lorsque vous avez des matériaux qui n'ont pas de FDES ou de poste de FDES sur la RE2020, n'est pas saisi. En revanche, si dans quelques années, vous avez un bâtiment où vous avez ce résultat en 258, imaginons, et que vous avez des fiches techniques et des FDES qui sont sortis finalement et qui ne constituent plus un composant vide, vous allez devoir les saisir sur une mise à jour en exécution par exemple ou dans une autre phase ultérieure de votre projet. Ce qui fait que dans tous les cas, vous allez avoir une augmentation du carbone qui pourra arriver dans les années à venir selon les FDES qui sont délivrés sur Ignies. Et c'est donc très important, et c'est l'étude justement de ce bas carbone qu'on vous présente, c'est que ce gap-là, on doit l'avoir en tête en anticipation pour se dire que avec les saisies détaillées qu'on a pu faire sur Nuco, le dernier graphique que vous avez sur votre droite, on se rend compte en fait que le poids carbone de l'eau technique peut être très important. On n'est quand même pas non plus trop haut par rapport à l'eau forfaitaire, mais on peut être très important et en plus, faut être très vigilant du coup sur cette saisie-là. Le deuxième point, c'est la partie des FDES par défaut. Donc ça, c'est le deuxième point. C'est que vous avez sur la partie des lots techniques, faut également garder en tête qu'il y a encore beaucoup de données environnementales par défaut, c'est-à-dire des données qui ne sont pas des données fournisseurs, des données des constructeurs, mais des données qui sont fournies par Ignies, par le gouvernement, qui sont des données beaucoup plus défavorables, bien entendu, en termes de poids carbone sur un composant donné qu'une donnée fournisseur. Ce qui fait que là aussi, avec le temps, on a bien sûr confiance dans le développement de nouvelles FDES fournisseurs qui nous permettra d'être au plus juste sur les impacts carbone. Voilà un peu sur cette première slide. Donc la deuxième chose, c'est aussi ces items qu'il faut garder en tête, c'est que sur les différents lots techniques qui sont donc le chauffage, ventilation, climatisation, plomberie, électricité et les ascenseurs, on se rend compte que dans les lots techniques, ce qui va avoir le plus de poids dans les lots techniques, ça va être la CVC. En tout cas pour la partie bureau tertiaire, on se rend compte que la CVC représente entre 30 et 40%, voire plus, des lots techniques. C'est un minimum de 40%. Ce que vous avez devant les yeux, c'est plus une estimation par sous-lot. On se rend compte que par exemple pour un lot CVC, vous allez avoir en effet les terminaux qui peuvent prendre de la place, mais c'est quelque chose peut-être qui vient moins naturellement, c'est les réseaux et conduits aussi qui prennent énormément de place, parce que là aussi en fait on a peu de données fournisseurs. Et c'est quelque chose qui peut représenter un levier dans le choix des composants justement, et on va le voir juste après. Sur la partie courant fort, courant faible, on se rend compte également que la partie terminaux, donc l'éclairage, est très importante, mais également la partie distribution. Là, on le voit pas trop parce que vous avez 44%, mais on se rend compte que sur le global, c'est quand même quelque chose qui peut être important à regarder pour la partie courant fort, courant faible. Donc on a essayé de pousser un peu le trait sur cette partie-là et de voir quels étaient les leviers, qu'est-ce qui était intéressant à regarder. On se rend compte qu'avant de regarder dans la liste des variantes, où je vais vous détailler un petit peu, que la liberté qu'on a sur le choix des FDES, c'est la CVC. Donc toutes les variantes que vous avez devant les yeux, qu'on a étudiées, c'est des variantes liées au système de CVC, de chauffage, ventilation et climatisation. On a fait une variante sur la canalisation, qu'on a vu tout à l'heure, et une variante sur les terminaux, où on a voulu changer les ventiloconvecteurs, donc 4 tubes, par des 2 tubes avec 2 tubes de fil, de mettre des plafonds rayonnants, de mettre des groupes froids qui étaient normalement avec des dry, d'enlever les dry et de mettre les groupes froids en toiture pour voir aussi l'impact carbone que ça pouvait représenter tant sur la partie technique, et puis de se raccorder au réseau urbain pour le froid. Et enfin, on avait aussi étudié la variante 4, on verra aussi ces détails, de partir peut-être plus sur, au lieu d'avoir une base
en soufflage reprise mutualisé, de partir sur une soufflage reprise séparée avec une régulation par sonde de CO2. On verra que par l'approche simplifiée en tout cas qu'on a eue, c'est quelque chose qui vaut peut-être pas spécialement le coup en tout cas sur ce qu'on a vu. Donc, voilà un peu le tableau des variantes des systèmes de production, enfin en tout cas des variantes sur les systèmes production et terminaux. On se rend compte que finalement, sur l'empreinte carbone, vous allez avoir bien entendu pour la partie des conduites hydrauliques, donc le troisième histogramme que vous voyez, on est sur ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a des variantes qui peuvent être très intéressantes sur la partie carbone, qui vont avoir une plus-value, en effet, sur la partie euro au mètre carré, mais qui ont aussi une partie carbone qui est quand même très intéressante. Donc sur la partie remplacement des réseaux, par exemple, vous voyez que par rapport au forfait ou même en approche détaillée, on descend drastiquement l'empreinte carbone, on descend de plus de 40 kg par équivalent CO2, ça veut dire que la DED est vraiment très défavorable. Et ensuite, à la partie des terminaux, ça peut être aussi très intéressant de regarder en termes bien entendu, en regardant toute la technique qui en découle derrière, mais de voir si on peut partir sur des plafonds rayonnants ou des ventiloconvecteurs. Ça peut être aussi intéressant de le regarder. Alors, on peut le voir que par rapport à l'état initial, ça peut jouer sur cette partie-là. Voilà. L'objectif quand même, c'est de cumuler au maximum les variantes techniques pour baisser au maximum le lot, la saisie détaillée des lots CVC et des lots techniques. Donc l'enseignement qu'on peut en tirer nous par rapport aux éléments qui vous ont été présentés, c'est que, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure un petit peu en introduction, la base IGNIS doit être encore complétée sur les FDES fournisseurs. On a donc des composants vides qui vont petit à petit se remplir, on va dire, être renseignés par rapport à la base IGNIS. Et puis ensuite, des FDES qui peuvent être mis à jour et qu'il faudra bien tenir en compte. Il faut quand même garder en tête que ces composants vides, c'est donc, comme je l'avais évoqué tout à l'heure, 50% du poids carbone sur les lots techniques par rapport aux études qui ont été réalisées, ce qui est relativement important. Voilà. Et ce qu'on voit aussi dans les orientations qu'on a pu avoir avec les autres projets, c'est que c'est le CVC qui représente quand même le plus de poids et donc le plus d'optimisation possible. Je repasse la main sur la partie maîtrise d'ouvrage. Merci. Donc oui, vous constatez que ce sont des travaux quand même très denses et on a essayé d'être dans le détail mais aussi dans la synthèse. Donc nous, ce qu'on a retenu, c'est le premier point, c'est que les lots techniques, on va pouvoir aller chercher des gains carbone. Donc c'était un peu le but de cet atelier, mais c'est important de voir que c'est un constat partagé sur les 3 projets étudiés. Ensuite, alors ça c'est aussi un petit message, c'est qu'on voit qu'avec le mécanisme du forfait, en fait, en comparaison de la saisie détaillée, on n'est toujours pas récompensé, on n'est pas toujours récompensé plutôt de ce travail de fond, d'aller dans la saisie détaillée. Donc il faudra, je pense, le corriger pour qu'il y ait une incitation et pour que les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre soient encouragés encore à travailler dans cette saisie du détail. Et puis après, c'est aussi pour nous, je pense, une remise en cause peut-être c'est le 3e point, c'est réaliser une pré-ACV assez tôt. Parce qu'il y a des choix qui vont se faire très tôt, notamment sur la façade, qui est quand même un enjeu aussi majeur, même si on était sur les lots techniques. Et je pense aussi qu'il faut qu'on revoie un peu nos missions côté maître d'ouvrage pour recadrer et réinjecter des éléments un peu plus tôt pour les maîtrises d'œuvre. Et voilà ce qu'on voulait passer comme message, c'est qu'on est au tout début de cette histoire. C'est grâce à des travaux comme le hub qu'on pourra avancer. Donc le bas carbone est une course de fond, c'est exactement ça. Et si vous voulez rejoindre la meute, allez-y parce qu'on y apprend des choses. Voilà. Merci. Alors du coup, quelques grands enseignements à partir des 3 projets qu'on a étudiés. Donc tout d'abord sur la donnée environnementale disponible nécessaire pour du coup étudier des variantes de décarbonation. On a remarqué à travers ces projets, à travers une analyse de la base IGNIS, qu'il y avait un vrai manque de données environnementales disponibles pour les lots techniques. Donc ça augmente de tous les jours, mais quand on a fait cette étude, il y avait encore un manque important. Donc il y a deux impacts sur cette manque de données. Premièrement, il manque des données spécifiques, donc des PEP. Du coup, on a un recours au DED, soit à des valeurs extrapolées. Par conséquent, ça va surestimer l'empreinte carbone. Et plus important, il y a également le fait que si on n'a pas de d'aide ou d'extrapolation possible, on
c'est une empreinte carbone vide et une absence de données. Et donc, du coup, on sous-estime l'empreinte carbone des lots techniques. À travers les 3 cas d'études, ce qu'on a pu voir, c'est que pour le logement collectif, ces 2 effets finalement se compensaient et on arrivait à estimer l'empreinte carbone. Or, pour les bureaux, il y a un vrai risque de sous-estimation de l'empreinte carbone, comme on a pu le voir juste avant. Et enfin, on a voulu, vu qu'on a fait tout ce travail, on a également voulu comparer entre l'empreinte carbone détaillée, la CCI détaillée, comment on pouvait les comparer au forfait pour voir si c'était bien calibré. Donc les forfaits sont mis en place de manière temporaire pour pallier justement à ce manque de données environnementales. Ils sont supposés être légèrement plus élevés pour justement inciter à une approche détaillée et également inciter à la publication de données environnementales. Or, ce qu'on a pu voir, c'est que certains forfaits sont légèrement, effectivement, au-dessus, donc ils remplissent leur rôle. C'est notamment le cas des systèmes de production CVC pour le logement collectif, mais certains forfaits doivent être recalibrés car ils sont trop faibles, notamment par exemple les réseaux pour le bureau. Donc vous l'avez compris, c'est très dur de compter le carbone et du coup j'ai la chance de vous présenter la partie positive puisque on a quand même pu révéler un certain nombre de choses tout à fait intéressantes. Point numéro 1, le CVC est l'un des principaux contributeurs. Évidemment pas le seul, puisque l'ADN du hub c'est de décarboner tout ce qui est possible de décarboner, en étant vigilant évidemment sur le coût. En tout cas, il y a un très gros levier de décarbonation et on arrive à compter le carbone du CVC aujourd'hui grâce aux données disponibles et aux solutions qui sont proposées. Sachant qu'en plus, dans le CVC, on retrouve souvent le système de production énergétique, donc on tape à la fois sur le carbone côté composant et puis aussi sur le côté énergie. Donc ça, c'est la première information qu'on a révélée qui est assez intéressante dans les stratégies de décarbonation. La deuxième, c'est que le mieux est l'ennemi du bien et on se rend compte à chaque fois, sur chacun des projets, que finalement, il y a quelques sous-lots, quelques équipements, 3 sous-lots, une dizaine, quinzaine d'équipements, où on a un peu une sorte de Pareto. C'est-à-dire que si on arrive à mettre sous contrôle le poids carbone de ces sous-lots ou de certains équipements, souvent il y a une dizaine d'équipements qui expliquent une grande partie de l'impact carbone, et ben on arrive à mettre sous contrôle à peu près, tous les lots techniques. Donc on a tenté cette suprasynthèse, on se rend compte qu'assez souvent, système de production, émetteur, réseau, côté CVC, c'est 3 sous-lots sur lesquels ça vaut la peine de se gratter un peu la tête et de se mettre autour de la table, parce que 1, on arrive à compter la plupart du temps, et puis 2, on arrive à trouver des solutions la plupart du temps. Encore faut-il les analyser sous l'ensemble des critères, puisqu'il n'y a pas que le carbone dans la vie, vous l'avez compris. Troisième bonne nouvelle, l'ensemble des équipes ont réussi à décarboner. Donc on a des ordres de grandeur, encore une fois, loin de nous l'idée de généraliser à l'ensemble des projets partout en France, mais voilà, on a vu des gens décarboner entre 6 et 10% en travaillant que sur les lots techniques, avec des surcoûts qui parfois tangentaient le 0, quelque chose, et puis parfois qui allaient vers le 2-3%. Donc ça donne quand même des clés de compréhension des leviers de décarbonation sur les lots techniques. Ce serait dommage de s'en priver. Surtout qu'on sait que les seuils carbone dans la RE 2020, ils deviennent de plus en plus durs. Donc plus c'est dur, le carbone c'est un peu comme l'argent. Quand on veut faire des économies, si on travaille que sur 2/3 du projet, il va falloir faire des économies très dures. Donc c'est peut-être plus intéressant de travailler sur l'ensemble de l'assiette de l'opération et donc aussi aller chercher les lots techniques. Et puis enfin, et ça a été assez bien incarné aujourd'hui par Vincent et par Dimitri, c'est dur, mais c'est un travail d'équipe. Et en fait, en se mettant autour de la table, on a vu une collaboration entre architectes, maîtrise d'ouvrage, sociétés d'ingénierie, acévistes et environnementalistes. Et même s'il manquait des données, même si c'était pas facile, on a réussi à résoudre les problématiques en dialoguant. Et donc c'est vrai que c'est une recommandation qui est un peu bateau, mais c'est de dialoguer, de travailler ensemble. Et en fait, au plus tôt de se mettre autour de la table, et c'est ce qu'on a essayé de faire dans le cadre de cette étude, c'est de donner des clés de compréhension pour choisir ses combats. Le message d'aujourd'hui n'est pas de dire est-ce qu'il faut pas compter, décarboner, pas décarboner, mais c'est de dire il y a certains sujets qui mériteraient peut-être une attention particulière et plus on s'y prend tôt, plus on fait une pré-analyse de cycle de vie tôt, plus c'est dur de le faire parce qu'on n'a pas beaucoup d'infos disponibles quand on est en phase esquisse par exemple sur un projet, mais plus on se donne les moyens de maîtriser l'équation coût-carbone de son opération. Alors vous l'avez compris, aujourd'hui on vous a présenté le fruit de plusieurs mois de travail. Il y avait plusieurs équipes, il y en a une qui est venue présenter une synthèse des travaux. En tout cas, je vous invite, si vous êtes intéressé à découvrir la publication dans son ensemble, on la dévoilera le 28 novembre à l'occasion d'un webinaire où là, on vous dira tout sur tout. Mais en tout cas, très heureux d'avoir pu échanger avec vous les premiers enseignements de cette étude. Merci pour votre attention et pour votre intérêt et merci aux intervenants pour leur formidable décryptage. Merci à vous.
A-t-on le temps pour quelques questions avant que tout le monde s'enfuit? Ou pas? Oui? Super. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est tout à vous. Il y a une première question juste là. Je te rends ça pour tout à l'heure. Bonjour. Merci pour cette présentation et ces retours d'expérience. Je m'interroge juste sur un point au niveau des lots techniques, c'est l'importance qui a été illustrée par des graphiques, des camemberts sur le lot CVC. Je m'attendais plus à retrouver une importance sur les lots gros œuvres VRD, qui, on sait, c'est des lots au niveau de l'enveloppe et de la parcelle sur lesquels il faut travailler. Et du coup, je me demande si ces retours d'expérience ne vont pas inciter les maîtres d'ouvrage à d'abord aller travailler sur les aspects techniques, donc le lot CVC, plutôt que de travailler sur le fond du problème qui va être dans un premier temps être l'enveloppe, pour intrinsèquement optimiser les systèmes CVC derrière en réduisant du coup les besoins. Ok. Alors je vais apporter un premier élément de réponse. En fait, là c'est la saison 2 de travaux qu'on a pu mener. La saison 1, on avait travaillé uniquement sur les lots architecturaux. Et donc ça c'était l'année dernière. Et là dans le cadre du temps qui nous était imparti, on est allé assez rapidement sur le zoom sur les lots techniques. Nous, la philosophie du hub, c'est évidemment de donner des clés de compréhension de qu'est-ce qui est décarbonable ou pas et à quel coût. Mais aussi d'essayer de révéler l'ensemble des leviers disponibles. Et en fait, on s'est rendu compte l'année dernière, en travaillant sur les lots architecturaux, que ce que vous mentionniez, c'est un peu l'intuition première qu'on voit sur les projets. Voilà. Après, c'est-à-dire que les gens, assez souvent, ils ont l'intuition que les enjeux de décarbonation, ça va être la structure. Voilà. Est-ce qu'on fait une structure béton, bois, béton? Est-ce qu'on fait du biosourcé ou pas, etc. Donc ça, c'est assez ancré dans l'esprit. Donc nous, on a essayé d'amener des éléments de décryptage sur les ordres de grandeur, les solutions et combien ça coûte. Ça, c'était une première publication que je vous inviterai à redécouvrir, sur lesquelles on a vraiment insisté là-dessus, puis on a essayé d'amener des clés de décryptage objectives. Mais on s'est rendu compte de quelque chose l'année dernière, c'est que souvent dans l'inconscient, les lots techniques, c'est pas vraiment un sujet. C'est pas facile de compter, il n'y a rien à aller chercher. Donc nous, notre ADN, c'est pas de dire il y a un truc plus important que l'autre, c'est juste de mettre en visibilité tous les leviers et à quel coût. Là, la finalité de nos travaux, c'est pas de dire faut commencer par les lots techniques, c'est de dire ce serait dommage de se priver d'optimisation qui existe sur les lots techniques, mais votre remarque est excellente, et du coup on en reparlera pour être sûr que nos messages soient parfaitement limpides. Oui, et pour compléter, du coup, les lots techniques, c'est globalement un tiers de l'empreinte carbone composante des bâtiments. Or, on a commencé à travailler depuis quelques années sur les lots architecturaux, donc leurs parts vont baisser. Et donc, finalement, ce qu'on retrouve, c'est que les lots techniques, ça va devenir le lot prépondérant sur l'impact carbone du bâtiment. Et ça risque également d'être... Voilà, il faut mieux comprendre ces lots parce que pour l'instant on ne sait pas ce qu'il y a dedans parce qu'il y a on utilise beaucoup de forfaits, donc on connaît très mal l'empreinte carbone de ces lots et ça va peut-être aller en augmentant les lots techniques, l'empreinte carbone, on va peut-être s'apercevoir qu'en fait on sous-estimait l'impact carbone des lots techniques, donc c'est important de s'y attaquer aussi. Merci à vous pour cette question qui va peut-être amener des modifications du coup dans nos slides. Bonjour, j'en ai une petite là, Félicien Thiou, Industrie Cimentière. Oui, bonjour. Du coup, alors, 3 petits trucs. Premièrement, merci du coup de présenter ça et de vous intéresser et d'élargir à tout le bâtiment. Et je pense que la remarque de monsieur sur le fait qu'on focalise un peu trop sur le gros œuvre est prépondérante du coup de la déformation de la vision carbone qu'on a du bâtiment. Et du coup, effectivement, montrer que en gros, il y a un tiers qui est équipement, un tiers second œuvre, un tiers gros œuvre. Montre que en gros, il y a plein de pistes de décarbonation et il ne faut pas s'attacher qu'à un composant du bâtiment. Donc voilà, déjà merci. Ensuite, j'avais quelque chose parce que je suis un peu embêté. Quand on parle en fait de décarbonation par rapport à un DED ou un lot forfaitaire, je suis un peu embêté avec ce terme parce qu'en gros, la DED ou le lot forfaitaire est une surestimation. Et quand on va dans un calcul plus détaillé, effectivement, par rapport au calcul, on gagne du poids carbone. Mais il faut avoir en tête que la DED ou le lot forfaitaire n'est qu'une pénalisation et n'est pas représentatif des constructions actuelles et donc n'est pas forcément représentatif du poids carbone de ce qui est mis en œuvre. Donc effectivement, en gros, c'est pas forcément, je dirais, nous on communique également comme ça, s'intéresser à la qualité de la donnée qu'on utilise et pas une décarbonation en soi, c'est juste un ajustement du calcul au plus près. Mais par contre, effectivement, une piste pour réussir à passer les seuils. Ouais, je réagis pas une décarbonation. Et ouais, juste le dernier point, après vous pourrez réagir. Par contre, effectivement, du coup, vous avez travaillé sur ces lots-là et vous avez proposé plusieurs calculs en détaillé. Et bravo, du coup, parce que ça doit être un sacré travail. Par contre, sur ces lots, on n'a pas de vision et les acteurs ne s'engagent pas à des pistes de décarbonation à long terme. Est-ce que vous avez pu échanger avec eux et du coup,
et ce qu'ils ont pu vous transmettre, eux, les perspectives qu'ils ont pour leur solution et de décarbonation à horizon 2031, puisque normalement, si on reprend le bâtiment, tous les lots doivent faire moins 35% à 2031. Tous les lots. Tous les lots. Ou alors on fait 80% sur un... Non, bon. Oui, c'est justement ce qu'il faut éviter. C'est une stratégie. Voilà. Voilà. Alors, je réponds à votre question rapidement parce que je crois qu'il nous reste assez peu de temps. Premier point, c'était une remarque. Vous nous remerciez, donc merci de nous remercier. Deuxième point, vous avez tout à fait raison. Et donc, on peut se le redire, c'est vrai que ce n'est pas en comptant bien qu'on décarbone. On ne va pas réduire les émissions de gaz à effet de serre parce qu'on compte avec une méthode plutôt qu'une autre. Donc ça, c'est un point important. C'est vrai qu'on a pris des raccourcis en parlant de décarbonation. Mais c'est surtout mieux on compte, meilleures sont les décisions qu'on prend. En tout cas, plus elles sont éclairées. Donc c'est ça l'enjeu qu'on a essayé de mettre en lumière, c'est comment est-ce qu'on compte le mieux possible. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, nous, on s'est rendu compte, et finalement, c'est ce qu'on a essayé de mettre en lumière dans ces travaux, que souvent, dans l'inconscient, il faut travailler le gros œuvre, il faut travailler le gros œuvre, il faut travailler le gros œuvre. C'est le sujet qui revient un peu souvent. Et je vous rejoins, si on veut faire moins 35% sur l'intégralité du bâtiment, ça peut être utile d'avoir une stratégie où on va chercher tout ce qui est faisable un peu partout. D'ailleurs, pour réussir 35%, on va probablement aller chercher tout ce qui est faisable. Et c'est ça qu'on a essayé de faire. Donc, est-ce qu'il y a des stratégies qui ont pu être dévoilées par les membres du Hub? Donc moi, je ne vais pas dévoiler la stratégie des membres du Hub, sauf d'ailleurs si tu souhaites prendre la parole. Mais nous, ce qu'on a pu voir, c'est que souvent, les lots techniques étaient considérés comme un lot où c'est très dur de compter, donc on verra plus tard. Et nous, ce qu'on espère avoir fait dans le cadre de ces travaux, c'est inviter à progressivement aller chercher tous les leviers de décarbonation sur l'ensemble des lots. Et on a eu certains maîtres d'ouvrage qui se sont rendus compte que c'était peut-être intéressant d'avoir une stratégie un peu offensive en se disant peut-être que sur les logements collectifs, on peut tout de suite maintenant décarboner le CVC par exemple, où il y a quand même des données assez fiables et ce serait dommage de s'en priver. Et puis peut-être qu'à l'horizon 2025, il faut peut-être que je m'arme pour décarboner l'intégralité du lot technique parce qu'il y aura de plus en plus de données et de solutions disponibles. Voilà, ça répond partiellement à votre question, je m'en excuse. Est-ce que éventuellement certains d'entre vous souhaitent compléter ou est-ce que j'ai tout dit? Non, c'est bon. Voilà, merci à vous. Merci.